close attention, you could miss something. C'est justement sur toutes ces petites choses auxquelles vous n'aviez pas forcément fait attention dans Donnie Darko qu'on va se pencher dans cet épisode sur un de mes films préférés, qui va nous emmener loin dans le terrier du lapin. J'ai avec moi le non moins mystérieux Graham et ses théories pour nous accompagner encore plus profond de l'autre côté du miroir. Salut Victor et merci pour ton invitation. À tout de suite. Et notre théorie à tous les deux, c'est que Donnie Darko n'est pas un film sur le voyage dans le temps. Ah oui, avant qu'on commence, au cas où vous ne sauriez pas, ici comme chez Graham, on spoil, donc regardez le film avant. Bon, tout d'abord, pourquoi est-ce que je vous parle de Terrier du lapin et de l'autre côté du miroir ? En fait, parce que cette analyse est faite en diptyque avec la chaîne, donc la théorie de Graham, avec qui j'ai fait une vidéo sur Alice au Pays des Merveilles qui complète parfaitement celle-ci. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, comme ça vous pourrez aller y faire un tour et comprendre pourquoi on a fait un rapport entre les deux. Et justement, comme dans Alice au Pays des Merveilles, Donnie Darko se termine sur un réveil. Bon, pas au pied d'un arbre cette fois, mais dans un lit, dans un espace entre le rêve et la réalité, sans qu'on sache jamais si tout ça s'est vraiment passé ou pas. S'il s'agit d'un rêve, d'un voyage dans le temps, d'une réalité parallèle ou d'un délire psychotique de Donnie qui souffre de schizophrénie. This is a common occurrence among paranoid schizophrenics. Donnie Darko commence d'ailleurs par le réveil de son héros au milieu de la route, sans trop savoir comment il est arrivé là. Sauf s'il sait faire du vélo en somnambule. Et ça finit dans son lit, bouclant la boucle, montrant qu'en fait toute l'intrigue du film se passe dans cet entre-deux. Celui que définit comme ça la fée Clochette dans Hook d'ailleurs. You know that place between sleep and awake? That place where you still remember dreaming. Ce moment, on sait plus très bien ce qui est réel et ce qui l'est pas. Et dans Donnie Darko, cet entre-deux est traduit par l'ambiance lumineuse du film, qui est hyper sous-éclairée, même dans les scènes de jour. À tel point que quand je l'ai revu pour cet épisode, même si je l'avais déjà vu 40 fois, j'ai quand même vérifié le calibrage de ma télé. Et on pourrait dire que oui, c'est parce que c'est le chef-op qui a mal fait son boulot, mais non, c'est quand même un mec qui a fait toutes les lumières des secondes équipes, dans Rencontre du troisième type et dans Blade Runner quand même. Niveau lumière, ça se pose là. Et donc, comme le fait qu'il ouvre et qu'il se ferme par un réveil, tout le film va mettre en scène ce principe de la boucle, que ce soit simplement dans la répétition du motif du cercle, qui va se retrouver sous plein de formes, tout du long, ou celui de la répétition des événements. On a par exemple cet accident de voiture dans le jeu vidéo, et celui que manque d'avoir le père de Donnie, qui donc préfigure l'accident de la fin. Une voiture qui entraîne donc la fin du monde pour Donnie par la mort de Gretchen et le meurtre de Frank. Une apocalypse qui lui avait été annoncée plus tôt. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Cette voiture qui justement renvoie à celle qui ouvre Evil Dead que Donnie et sa copine Gretchen vont voir au cinéma. Un autre film qui finit sur l'apocalypse. Et d'ailleurs, cette voiture que conduit Frank et qui tue Gretchen est la toute première voiture que croise Donnie au début du film. Une voiture dont sort un clown à la fin. Et c'est quoi ce clown sinon le méchant de Ça de Stephen King, qui est précisément le livre que lit la mère de Donnie la toute première fois qu'on la voit. Et le point commun entre tous ces accidents, c'est aussi Roberta Sparrow, grand-mère la mort, qui est toujours au milieu de la route, qui semble elle-même coincée dans une boucle temporelle infinie, puisqu'elle refait toujours les mêmes mouvements. She does the same thing every day. Just walks back and forth the mailbox. Nothing ever in there. Et qui chuchote 2 fois à l'oreille de Donnie. Mais on a aussi l'histoire du portefeuille qu'on trouve par terre. Ling Ling finds a wallet on the ground filled with money. She takes the wallet to the address on the driver's license but keeps the money inside the wallet. Une histoire de portefeuille qui reviendra justement plus tard devant la maison de Jim Cunningham, le leader de secte pédophile. Une maison que Donnie va brûler et devant laquelle, précisément, dès le début du film, il parlait déjà à Gretchen d'avoir brûlé une autre maison. Comme si la boucle temporelle s'étendait bien au-delà des événements du film. Comme si le film piétinait à l'image de l'allitération du nom de son héros, Donnie Darko. Le monde entier étant obligé de continuer à refaire perpétuellement les mêmes actions, comme s'ils étaient prédéterminés. Et gardez ça en tête, ça va être important plus tard, la prédétermination. Comme dans Alice au Pays des Merveilles, la frontière entre réalité et fiction semble se brouiller puisque les livres qu'ils lisent en classe semblent eux aussi anticiper ce qui va se passer dans le film. Depuis Watership Down, Watership Down by Richard Adams. Un livre qui parle justement d'un lapin qui a des dons de prémonition, qui voit la fin du monde, enfin du monde des lapins, et qui tente de l'en empêcher, jusqu'au livre de Graham Greene.
have in my hand Graham Greene's The Destructors. qui parle de jeunes qui vont inonder une maison, They flood the house by breaking through a water main. comme Donnie inondera son école. Le lien s'arrête pas là, puisque Graham Greene est né le 2 octobre, c'est-à-dire le jour précis du début et de la fin du film, le jour de la mort de Donnie, créant encore une boucle entre le début et la fin, la naissance et la mort, et surtout avec le fait que Donnie veut devenir écrivain. I want to be a writer, or maybe a painter, I don't know, maybe both. I'll write a book and draw the pictures. Et un écrivain, c'est quoi sinon celui qui a le pouvoir, par l'écriture, de rendre réelles des créatures qui sont pourtant fictives? These rabbits can talk. They're the product of the author's imagination, and he cares for them, so we care for them. Otherwise, we've just missed the point. But aren't we forgetting about the miracle of storytelling? Une histoire qui finit sur un Deus Ex Machina. The Deus Ex Machina, the God machine. That's what saved the rabbits. Comme apparemment celle du film. Mark, what did you just say? Oh, Savior! Une sorte d'intrication quantique entre la réalité et la fiction qui est poussée à bout quand Frank montre à Donnie que le trou de verre, le portail qui permet de voyager entre les dimensions, se trouve justement en plein centre de l'écran de cinéma, pliant le film sur lui-même pour nous spectateurs qui sommes censés découvrir le film dans une salle identique. Ce pourquoi d'ailleurs Drew Barrymore, qui est productrice du film à travers sa société Flower Film, s'est battue pour lui permettre une sortie en salle et non en direct ou vidéo comme le voulait au départ le distributeur. On est perdu entre ce qui relève de la fiction et de la réalité, comme les plans de l'œil de Donnie, où Richard Kelly fait apparaître le crâne de lapin en image subliminale, qui renvoie à l'œil des chairs qui orne le mur de sa chambre, et qui a lui aussi un crâne en son centre. Pareil, le personnage que Jim Cunningham invente pour expliciter ses théories s'appelle Frank. Comme le lapin que semble s'inventer Donnie. Who are you talking to? I met a new friend. Real or imaginary? Imaginary. Would you like to talk about this friend? Frank. Et justement, le personnage de Jim Cunningham va anticiper tout ce que va faire Donnie dans le film. De l'alcool qu'il boit avec ses amis, aux drogues, les médicaments qu'il prend, au sexe prémarital qu'il fait avec Gretchen. Drugs, alcohol, and premarital sex. Jusqu'au pistolet qu'il récupère dans le placard de son père et qu'il utilise à la fin. Une conférence où d'ailleurs le petit garçon sur la vidéo, bizarrement, est également celui qui vient poser des questions à la fin, alors qu'il a 8 ans, qu'il a rien à faire dans un lycée. Il existe donc de part et d'autre de l'écran. D'ailleurs, un autre personnage qui existe en double, c'est ce mec-là qui regarde Donnie et Gretchen au moment où ils vont s'embrasser pour la première fois. There's some fat guy over there staring at us. Qui revient pendant la soirée d'Halloween et qui fait briller sa lampe sur la caméra en y faisant un flair. Exactement le même flair qu'on avait sur le titre au début. Et le même flair qu'on retrouvait dans son rêve. Et aussi le même qui apparaît dans l'œil de Frank dans la salle de bain. Une scène super bizarre où on a l'impression qu'il essaye aussi de poignarder l'écran de cinéma, notre écran, de l'ouvrir pour passer au travers, tenter de passer de sa réalité à la nôtre. Ce qui est le principe du film, les réalités parallèles, affinant encore les frontières entre la fiction et la réalité. Mais ce mec en rouge, c'est aussi l'agent du gouvernement, qui apparaît pareillement 2 fois dans son costume de Men in Black. À nouveau des trucs en double comme des réalités parallèles. Bon, revenons à Jim Cunningham, que donc Donnie appelle l'Antéchrist. Et qu'on voit pour la première fois comme une fausse idole. Parce que oui, on pourrait voir son apparition comme s'il avait une auréole, comme un saint, mais en faisant ça, il obscurcit en fait le soleil. Il devient celui qui apporte l'ombre. Il devient justement cet Antéchrist qui est représenté par un ange à l'envers qui orne le plafond de la chambre de Donnie, à côté du drapeau américain qui n'est retenu au plafond que par des punaises, luttant contre la gravité, montrant la chute probable de ce pays qui est au bord de la rupture. Parce que oui, le film se passe pile pendant l'élection de 1988, où s'affrontaient Michael Dukakis et George Bush père, qui fait elle-même une boucle avec la réalité, puisque quand le film a été fait, les USA étaient encore en plein milieu d'une élection avec un autre George Bush, le fils cette fois. Un parallèle que Richard Kelly souligne lui-même dans une interview pour le Rayon Vert. Au moment du tournage, on était en pleine bataille présidentielle entre George Bush et Al Gore, et durant le montage, George Bush a gagné l'élection de manière très contestée. Puis, pendant la phase de présentation du film et sa distribution, le 11 septembre est survenu. Dans Donnie Darko, il est question de l'élection de George Bush père,
Il y avait donc déjà une impression bizarre de paradoxe temporel englobant la conception et la sortie du film. C'est un peu comme si une aura sinistre flottait au-dessus du film et que celui-ci devenait une sorte de prophétie morbide sur l'époque. Le film met en scène la fracture des générations, qui est aussi incarnée par la lecture du roman Ça par la mère de Donnie, qui est, je vous rappelle, l'histoire d'une entité que les adultes ne peuvent pas voir et qui tue les enfants. Un fossé entre les parents conservateurs républicains qui auront voté pour George Bush et leurs enfants qui vont voter pour Michael Dukakis, le démocrate. I'm voting for Dukakis. Qui est d'ailleurs la toute première réplique du film, montrant donc son importance. Et rappelant aussi la nouvelle élection de 2000, où le fils a remplacé le père. Comme le dit Richard Kelly, le film anticipe de façon très étrange, comme une prémonition, cet avion qui va tomber sur la face des États-Unis en plein pendant la sortie du film. Des événements qui sont directement liés à la présidence de George Bush père, qui a été élu quelques jours à peine après les événements du film, le 8 novembre 88. George Bush qui a œuvré pour mettre Saddam Hussein en place quand il dirigeait la CIA dans les années 70. Ce Saddam Hussein, président de l'Irak, que son fils passerait sa présidence à essayer de faire destituer et exécuter. Encore une histoire de père et de fils et d'événements qui se répètent parfaitement, incarné par Frank, qui, comme George Bush, a le même prénom que son père. Why do they call you Frank? It is the name of my father. His father before me. C'est un film qui nous demande d'aller au-delà des apparences. We find ourselves looking at the mirror rather than looking into and through the mirror. Not just in the mirror. I looked through the mirror. On se rend compte que finalement, Jim Cunningham est un pédophile. Que la famille de Donnie, si parfaite en apparence, est profondément brisée. Bitch. Pareil pour l'école, où les étudiants se font quand même agresser au couteau dans les toilettes, alors qu'une de leurs profs essaye de faire bannir Graham Greene comme de la pornographie. This garbage should be removed. Excuse me. That pornography is being taught in our curriculum. D'ailleurs, c'est justement elle qui va se positionner plus tard du côté de la personne qui a vraiment de la pornographie illégale chez lui. The horrible allegations against Jim Cunningham. I know I saw it on TV, something about a kiddie porn. Oh, please, don't use those words. And I have taken it upon myself to spearhead the Jim Cunningham defense campaign. Tout le film va avoir pour but de mettre un grand coup de hache dans la surface de ce rêve américain pour en montrer la vraie couleur. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to change things. On pourrait ainsi mettre Donnie Darko en parallèle avec un autre film qui est sorti quasiment en même temps, American Beauty de Sam Mendes, qui se passait dans ce même type de banlieue pavillonnaire, avec ce même type de repas de famille qui partait en cacahuète, et ce même cadre scolaire dysfonctionnel, et que j'avais aussi déjà analysé si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donnie Darko est une boucle absolue, hors de la fiction et dans la fiction, où tout revient en double. What's cellar door? Cellar door. Figurée par tous ces mouvements de caméra circulaires, ou alors qui tournent sur elles-mêmes, où tous les éléments sont liés par intrication quantique dans un film où, comme en physique quantique, le temps n'est pas linéaire, ce qui explique d'ailleurs thématiquement l'utilisation très régulière dans la mise en scène de ralentis et d'accélération de certains plans. We're moving through time. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Tout dans Donnie Darko semble être lié par intrication quantique. La petite histoire et la grande histoire. Où Donnie a arrêté de prendre ses médicaments, c'est... Goddamn pills. Alors que sa psy veut continuer à l'hypnotiser, donc le mettre en dehors de la réalité, et augmenter la dose de ses médicaments, le droguer encore plus. I would like to do more hypnotherapy and increase his medication. Et juste après, on a une scène où les deux candidats à l'élection présidentielle parlent justement de drogue. We never again do business with a drug-running Panamanian dictator, that we never again funnel aid to the Contras who convicted drug dealers. Donnie Darko est bel et bien un film quantique, où ses personnages principaux, autant Donnie que Frank, à l'image du chat de Schrödinger, sont vivants et morts à la fois tant qu'aucun choix n'a été fait. C'est qu'à la fin que Donnie fait enfin un choix et qu'on ouvre la boîte pour découvrir qu'il est bel et bien mort. Comme en physique quantique, une fois que l'observateur s'en est mêlé, qu'on a ouvert la boîte du chat de Schrödinger, il n'y a plus de superposition d'états. Cet état final dans lequel on le découvre est définitif. Le chat est soit vivant, soit mort. Il peut plus être les deux comme avant. Et c'est donc justement pas un Deus Ex Machina qui se passe à la fin, parce qu'il est court-circuité par la décision que Donnie prend et qui annule en fait tout le film. Il reprend tout en main,
non plus pour se faire agir par la destinée, une puissance divine ou ce que vous voudrez, mais bel et bien pour faire un choix pour la toute première fois. Justement, ce choix qu'il refusait de faire avec cette lifeline, où il voulait pas mettre une croix d'un côté ou de l'autre. I'm sorry, Miss Foreman, I don't get this. Just place an X on the lifeline in the appropriate place. No, I mean, I know what to do, I don't get this. You can't just lump things into two categories. Things aren't that simple. Avec cette phrase, en fait, Denis oppose la mécanique classique, où effectivement tout peut être ordonné en deux états, vivant ou mort, ou l'amour et la peur, deux catégories, et la mécanique quantique de l'autre, où avec le principe d'incertitude quantique, les états peuvent être superposés, comme Denis à ce moment précis, qui est justement mort et vivant à la fois. En refusant au départ cette ligne droite que lui impose sa prof, il refuse l'idée d'une prédestination, en invoquant le libre arbitre. Sauf que ce libre arbitre, si on y réfléchit, il l'a jamais. They made me do it, c'est ils m'ont obligé à le faire. Parce que tout ce qu'il fait dans le film, il le fait guidé par la voix désincarnée de Frank. Come closer. Why do you make me flood the school? Qui pourrait tout aussi bien être celle de Dieu, qui est évoquée tout au long du film et dont il questionne l'existence. The search for God is absurd. An act of God. Not if you travel within God's channel. God machine? God's master plan? Do you now believe in God? Proof of the existence of God, but that God exists. Tous les personnages semblent ainsi perpétuellement soumis à des ordres, comme la prof qui arrête la cassette au moment où on lui demande. Please press stop now. Si Denis est caractérisé de son côté par l'absence de choix, Gretchen est à l'opposé. Justement, la première chose qu'elle fait, c'est faire un choix. Et même si à nouveau c'est quelque chose qui lui est imposé, Where do I sit? Sit next to the boy you think is the cutest. c'est quand même un choix qu'elle fait entre tous les garçons de la classe. Let her choose. Et elle choisit Denis. Encore une fois, Denis n'a pas fait de choix, c'est elle qui l'a choisi. C'est ça qui la caractérise en miroir de lui. Miroir justement où on la découvre pour la toute première fois. En fait, tout le film est une réflexion sur le déterminisme. Well, if God controls time, then all time's pre-decided. Déterminisme qui est au cœur de cette famille, puisque la petite sœur de Denis, Samantha, fait partie d'un groupe de danse. Et c'est quoi un groupe de danse, sinon de savoir parfaitement suivre une chorégraphie préécrite? Samantha est donc du côté de la détermination absolue, l'absence totale de libre arbitre, avec ce concours de danse pour lequel le groupe part à Los Angeles et qui va donc récompenser celles qui sauront le mieux appliquer ce qu'on leur dit. Alors que de l'autre côté, sa grande sœur Elizabeth, qui est jouée par Maggie Gyllenhaal, la vraie sœur de Jake Gyllenhaal, brouillant encore la frontière entre la réalité et la fiction, Elizabeth donc a été admise à Harvard, l'université la plus prestigieuse du monde. I'm going to Harvard. Elle s'oppose donc totalement à ce déterminisme, puisque une fois qu'elle y sera, elle pourra justement faire tout ce qu'elle veut, sortant du moule préconçu de la société qui lui est dicté par son père. Maybe when you have children of your own who need braces, and you can't afford them because half of your husband's paycheck goes to the federal government, you'll regret that. My husband's paycheck? Un éternel recommencement générationnel qui est parfaitement incarné par Frank, le petit ami d'Elizabeth, donc potentiellement son futur mari, Have you guys seen Frank? dont le nom est, je vous le rappelle, le même depuis des générations. It is the name of my father. His father before me. Tout le film semble oppressé par le déterminisme, entre le décompte omniprésent et les horloges qui avancent vers cet événement inévitable, qui est prédéterminé dès le départ. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Mais on a surtout ces appendices tubulaires qui montrent où vont aller les gens avant même qu'ils choisissent d'y aller. Et c'est justement cet appendice, qui incarne la destinée, qui mène Denis au pistolet de son père, avec lequel il tuera Frank, bouclant la boucle. Montrant donc que tout était préécrit depuis le début, et qu'il n'avait pas son mot à dire, comme dans une tragédie grecque où les personnages sont agis par les dieux. La plus grande peur de Denis, et qui lui fait douter de l'existence de Dieu, c'est le fait que tout le monde meurt seul, et que la mort ne sert à rien. It's absurd. The search for God is absurd. It is if everyone dies alone. Does that scare you? I don't want to be alone. La fin du monde pour Denis, c'est sa propre mort, puisqu'il n'y a plus rien après. Do you think the world is coming to an end? En fait, plus qu'une histoire de voyage dans le temps, c'est un film sur la subjectivité des événements. C'est tout le sens de la phrase. Why you wear that stupid bunny suit? Why are you wearing that stupid man suit? Parce que Denis semble construire cette réalité parallèle, ou alternative comme vous voulez, à un endroit où il n'est pas mort, justement pour trouver un sens à cette mort. Donnie's aggressive behavior, his
increased detachment from reality seemed to stem from his inability to cope with the forces in the world that he perceives to be threatening. Le film dans son intégralité, en fait, n'existe que pour permettre à Donnie d'accepter son destin, accepter sa mort inéluctable. En fait, c'est précisément ça l'intervention divine, et qui explique aussi les très nombreux renvois à la religion qu'il y a partout. La puissance supérieure, qu'ils appellent Dieu dans le film, lui fait vivre donc cette réalité parallèle, et lui donne donc une raison d'accepter sa mort. Cette mort qui est pourtant gravée dans le marbre, ou plutôt dans sa chair, dès les premières minutes du film, et qui lui donne ainsi l'illusion qu'il a un libre arbitre. Un libre arbitre qui reviendrait en fait au choix d'accepter ou non notre destin, sans qu'on puisse pourtant rien y faire pour le contrer. C'est la métaphore de la pierre de Spinoza, cette pierre que Spinoza lance au loin et à qui il décide de donner une conscience à partir du moment où elle est déjà dans les airs. La pierre est donc prédestinée à retomber par terre, mais comme elle a acquis sa conscience alors qu'elle avait déjà été lancée, qu'elle était déjà dans les airs, elle sait donc pas que, obligatoirement, elle va retomber. Quelles que soient les décisions qu'elle va prendre, elle va retomber. C'est ça l'illusion du libre arbitre. It was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons. Now, in his 15th year, crystallized with the pain of puberty. Mais en fait, contrairement à Alice qui va quitter le pays des merveilles, Donnie choisit de rester au-delà du miroir. Il choisit de croire à cette fiction où il a enfin réussi à ne pas être seul pour la première fois de sa vie, ce qu'il était au début. Do you feel alone right now? I mean, I'd like to believe I'm not, but I've just never seen any proof, so I just don't debate it anymore. L'intervention divine que constitue cet univers parallèle a permis à Donnie d'accepter sa mort, de choisir d'accepter son destin. Un choix entre s'il vit et s'il meurt qui n'est pas le sien, mais qui est cristallisé par l'observateur de cet univers quantique qui serait Dieu lui-même. Toute cette intrigue permet en fait la concordance absolue de deux éléments normalement antithétiques, la science et la spiritualité. Un pont entre les deux, relié par un trou de verre comme l'explique le professeur. Au premier abord, on pourrait croire que Donnie Darko est un film de coming of age, ces films qui décrivent le passage difficile entre l'adolescence et l'âge adulte. Mais pas du tout, c'est un film qui ne parle que de l'acceptation de la mort, ce qui renvoie à l'œil des chairs sur le mur de Donnie, cet œil au fond duquel se trouve un crâne. Tout le but est d'accepter la mort, qui est au fond de l'œil de tout un chacun, la dernière chose qui nous attend au bout de la lorgnette et qui imprime notre rétine, la seule chose que nous partageons absolument tous. Ce du début, qui se fait au moment de sa mort, est en fait le moment où Donnie s'éveille au monde pour la toute première fois. Ce monde qui tourne pas rond et qui le fait s'interroger au crépuscule de sa vie sur la place qu'il y occupe, et prendre la seule décision qu'il peut prendre, qui est de choisir si finalement il se positionne du côté de la peur, I don't want to be alone. Fear is in the negative energy spectrum, ou de l'amour. and love is in the positive energy spectrum. Et en fin de compte, il choisit de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Parce que oui, en choisissant d'accepter sa mort, Donnie a l'impression, dans ce monde parallèle, de sauver Gretchen, Frank, mais aussi sa mère et sa sœur. Donnie Darko est bien l'héritier d'un univers que nous connaissons tous, Alice au pays des merveilles. Car si nous nous penchons sur chaque personnage et objet du film, nous pouvons facilement voir le parallèle avec ceux d'Alice, dont Donnie en serait le représentant. Le plus évident est bien sûr le lapin, qu'il s'agit de suivre et de croire, ici représenté par le lapin blanc. Protagoniste majeur des deux œuvres, il fait office de guide pour Donnie et pour Alice. Et le fameux trou de verre n'est ni plus ni moins que le terrier par lequel on entre pour passer dans un autre monde. Donnie et Gretchen sont ralentis dans leur projet et martyrisés par deux acolytes, Seth Devlin et Ricky Danforth. Ce couple de tyrans qui harcèlent régulièrement les élèves de leur école sont plus difficiles à trouver, mais c'est leur profil de délinquant qui nous facilite la piste. En effet, dans Alice au pays des merveilles, on peut trouver deux personnages qui ont une apparence et des agissements identiques, et généralement dans un but malveillant, Tweedledee et Tweedledum. Tout comme dans Donnie Darko, il retarde Alice en la taquinant. Et pour les plus attentifs, nous pouvons retrouver ces mêmes personnages dans l'univers DC Comics, sous le nom de Dumpy Tweed et Diver Tweed, dont les activités principales sont avant tout criminelles.
Jim Cunningham, qui profite des enfants en les séduisant avec de belles paroles et que Donnie dénonce lors de la conférence comme étant l'antichrist, a lui aussi sa référence. Souvenez-vous dans Alice, le fameux morse et les petites huîtres. Lui aussi, par de belles paroles réconfortantes, rassure ses proies pour mieux les attirer dans son antre et n'en faire qu'une bouchée. Plus énigmatique mais personnage néanmoins important, Grand-mère Lamort, dont on sait peu de choses sur ses antécédents. Mais nous savons qu'elle a un grand savoir et est ancienne professeure de sciences à l'école de Donnie. Elle a pleinement conscience de ce qui se passe, plus que quiconque, alors que tous les autres semblent inconscients de la situation, à l'exception de Donnie lui-même. Elle parle par énigme avant de disparaître. Et ce personnage, nous pouvons facilement l'associer au chat du Cheshire, personnage qui utilise une rhétorique surréaliste qui déconcerte Alice. Bien qu'il semble fou, il est l'un des rares personnages dotés de raison, adoptant une attitude nihiliste envers son environnement et doté du pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Mais alors, qui incarnerait dans Alice les personnages des professeurs Karen Pomeroy et Kenneth Monitoff? Tous deux assistent Donnie dans ses recherches en lui donnant des réponses ou des indices. Dans Alice, c'est bien le chapelier fou et le lapin de Mars qui l'aident dans sa quête, chacun à leur manière. Une seule personne dans le film Donnie Darko condamne trop rapidement ses élèves et seul Donnie se dresse d'ailleurs contre ses préjugés. Vous l'avez bien sûr trouvé, c'est Madame Kitty Farmer, qui serait la représentation parfaite de la reine de cœur qui coupe les têtes pour une simple contrariété. Mais imaginez un instant que tous ces personnages que nous retrouvons dans Alice au Pays des Merveilles, et dont Walt Disney a adapté le livre en film, soient tirés d'une réalité, qu'ils cachent en vérité une critique acerbe de la société, ainsi que certaines névroses de l'écrivain. Alors si vous êtes intéressé par l'identité de ces personnages réels, et par une exploration plus approfondie de ces thèmes, je vous invite à plonger dans le terrier du lapin blanc en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez ensuite nous rejoindre, le cinématographeur et moi-même, de l'autre côté du miroir sur ma chaîne, pour explorer davantage les mystères d'Alice au Pays des Merveilles. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ça fait super longtemps que je voulais me pencher sur Donnie Darko et donc merci à Graham surtout de m'avoir forcé. Et oui, cette vidéo est pas très longue, mais je suis en plein dans l'écriture du volume 2 de mon livre sur Spielberg, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc je suis désolé, mais je me rattraperai. Allez, à ciao bisous.